Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 17 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Hearts of the Wolf. Avant de parler de l'épisode, je voulais rapidement revenir sur une petite polémique qui est en ce moment sur Twitter. C'est qu'on a pas mal de leakers qui nous partagent des petites informations en avance avant la sortie de l'épisode. Et je sais pas ce qu'ils ont contre Bleach, ils font que de critiquer. Après, chacun a son point de vue, je respecte. Mais quand t'as des gens qui sont en train de dire que la CGI, elle sera pourrie, etc., elle sera dégueulasse, etc. Donc, t'as déjà, nous, les fans, on commence à avoir une appréhension différente. Donc, on se fait déjà une idée de l'épisode. Moi, ce qui n'est pas le cas, je fais pas ça. Mais j'ai vu beaucoup de gens dire que oui, on se fait pisser dessus, Studio Pierrot, ils respectent pas le truc, ça fait 10 ans on attend. Les gars, des fois, les leakers, ils ont des screens en 144p, je sais pas quoi et tout, mauvaise qualité. Mieux vaut toujours attendre la sortie officielle pour être sûr. Donc franchement, pour un épisode 4, ce qu'on a eu là aujourd'hui, les gars, faut vraiment dire merci. C'était un petit point que je voulais faire rapidement en début de vidéo. Les gars, ayez confiance. Moi, je reste confiant. C'est vrai qu'avant la sortie de la partie 1, je me disais, putain, ça se trouve, les trailers seront pas les résultats finaux qu'on aura dans les épisodes. Au final, regardez, tout le monde était d'accord que c'était bien. Ok, les épisodes 1, 2, 3, il n'y a pas vraiment de fight où il y a beaucoup de trucs de vitesse qui étaient nécessaires, tout comme celui-là. Je ne m'attendais pas à des plans Sakuga. À ce que j'avais en idée en termes de mise en scène, d'OST, de visuel, ils m'ont tout donné. Et franchement, là, j'ai eu des frissons. Ouais, j'ai eu des frissons. Alors que pour l'épisode 7, faut savoir que c'était l'épisode que j'attendais le plus de cet arc, en tout cas. L'un de celui que j'attendais le plus, et j'étais comme un fou. Et franchement, pour cet épisode-là, moi qui aime quand même Kamamura, son arc narratif a été vraiment respecté. C'était le petit point que je voulais faire en début de vidéo. En tout cas, pour parler de l'épisode, avant de parler du GOAT Komamura et de la scène post-credit, ça m'a fait rire quand même le côté Shinji qui se fait exploser dès le début de l'épisode. En vrai, il se fait pas respecter. Hein. Il se fait pas respecter du tout. Bon, en vrai, écoutez, c'est comme ça dans le manga, c'est comme ça dans l'anime. Hein. C'est normal, ça me choque pas. Mais je pense qu'il y en a quand même que ça a dû faire bien chier. Mais en vrai, c'est marrant, hein, franchement. En tout cas, je m'en fais pas sur ce truc-là. Pour parler de Kangdu et BG9, ils vont se faire récupérer par Ishida. Donc on aura un petit peu une explication sur ce truc-là. Mais je trouve ça marrant quand même que ce soit Uryu qui vienne les chercher quand même. De mémoire, dans le manga, je me rappelle plus trop. J'ai eu un doute que ce soit Jugram. Mais Jugram, c'est vrai qu'il est en face de Kyoraku. Et en vrai, j'aurais bien aimé un petit combat, ou en tout cas un début de combat entre ces deux-là. Mais finalement, on n'a rien. C'est juste un peu un genre de respect mutuel qu'ils ont. Il va aussi complimenter la petite barrière de Nanao. Donc en vrai, je trouvais que c'était stylé. Mais ils sont rappelés assez vite. En tout cas, tu vois deux fusées, tu vois deux trucs arriver à un moment que quand Mask y regarde. Ça a un petit peu à voir avec ce truc-là et avec ce qui va arriver. Donc c'est un peu dommage. En vrai, même si l'animation au niveau de l'explosion, elle était bien faite, dans cet épisode, il y a pas mal d'explosions et franchement, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Alors, pour cet épisode-là, je l'ai regardé sur mon téléphone parce que j'étais au travail et tout, et avec mes écouteurs. Et franchement, que ce soit le sound design dans cet épisode, en tout cas avec les écouteurs, contrairement à d'habitude quand je regarde sur la télé, même s'il y a la barre de son, le son il est lourd. Là, ils ont vraiment géré au niveau du son. Hein. Franchement, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Concernant justement masculine, alors il s'était pris un petit KO dans l'épisode d'avant par le petit trio là, Shuei, Ikaku, Yomichika. Mais du coup avec leur vol standing, ils vont réussir à se régénérer. Pour BG9 et Kangdu, ils vont réussir un peu à échapper à la mort. Et c'est un truc que je trouve un petit peu original et stylé, c'est le coup de la cloche quand ils activent leur vol standing. Je trouve ça stylé. Donc je trouvais marrant aussi le petit James. Allez superstar, c'est parti. Parce que ce truc-là, on l'avait vu en manga, mais là, c'était marrant de le voir en visuel. Et même la petite mise en scène, bon, c'est des trucs classiques, mais ça m'a fait rire. C'était original. Tu vois, il leur met des petits KO, 1, 2, 3, c'est parti et tout. Donc en vrai, c'était marrant. Et bien sûr, il se fait interrompre par le petit Kensei, Fraude, et le petit Rose. Donc eux, ils auront leur petit combat dans l'épisode prochain. Ça se passera pas comme ils l'auront voulu. Sauf s'il y a un petit changement. Mais dans tous les cas, ça se passera pas comme ils l'auront voulu. Hein. Pour parler, bien évidemment, du personnage, on va dire, principal de cet épisode, c'est Komamura. Donc c'était un épisode quand même que j'attendais beaucoup. Parce que Komamura, c'est le personnage qui n'a pas eu vraiment l'opportunité de vraiment bien briller. Même s'il a eu ses moments avec Tosen qui sont vraiment cool. On va pas se mentir, cet épisode-là, en tout cas, c'est le petit arc narratif qu'il a, qui se conclut avec ce personnage dans cet épisode, il est vraiment parfait. Il va se péter contre Bambietta, il aura toujours son armure jusqu'au moment où son armure est pète, et on voit, du coup, la forme semi-loup-garou humaine. Et rien quand ça commence, les gars. T'as l'OST Nightmare, du coup, version guerre sanglante qui commence. Alors, cette musique, je sais pas ce qu'il attend Sagisu pour la déclarer, mais mon gars,
Faut y aller, hein. Et j'en ai eu des frissons, quoi. Franchement, rien que quand il est apparu visuellement, toute première fois, j'ai eu des frissons. Donc tu vois, il y a une bonne mise en scène, c'est recherché. Et du coup, il est tout beau. Et du coup, il a utilisé la technique secrète Jinka de son clan, du coup. Et pour l'utiliser, en fait, c'est un petit truc spécial. Il a dû offrir, du coup, son cœur. Tu sacrifies ton cœur, quoi. Et du coup, son maître de clan, bah, il va le bouffer. Donc, en fait, c'est un peu une mise à mort. C'est une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête. Donc, en fait, tu es immortel pendant une petite période. Quand il va utiliser son Bankai, qui est de base Kokujo Tengen-myo, et là, c'est Dangaiju. Donc, ça veut dire, quand vous connaissez son Bankai, son armure, et la personne qui est reliée au Bankai, à l'armure, en fait, les deux, ils reçoivent les dégâts en même temps. Ils sont liés l'un à l'autre. D'où le fait que Bambietta, c'est ce qu'elle dit au début, elle dit, j'ai eu ton Bankai entre mes mains, même si on ne la voit pas vraiment l'utiliser, ça veut dire que quand même, ça se trouve, elle l'a utilisé en off, etc. Ou bref, en tout cas, elle savait ce que le Bankai pouvait faire. Et du coup, dès qu'il l'active, t'as d'abord Kokujo Tengen-myo, il se casse, et t'as du coup Dangaijo qui apparaît. Déjà, ce truc-là, en manga, il est super beau. Et là, franchement, même la CGI, les gars, ils ont géré. Alors oui, il y a peut-être un ou deux plans qui m'ont un petit peu dérangé, mais c'était peut-être plus au niveau des couleurs, je dirais. Mais en tout cas, moi, la CGI, hein, je suis pas très compliqué. Vraiment, ça peut arriver, la CGI, elle peut déranger, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, sur Bleach, en tout cas, ça m'a pas dérangé. Et ça a été super bien fait. Le book, c'est un démon, quoi. C'est un démon. Donc du coup, Gambetta va lui envoyer pas mal d'explosions. Et lui, il va se protéger, mais donc son corps, physiquement, il recevra des dégâts, mais il va rien ressentir. Et à plusieurs reprises, il va dire, écoute, je suis une coquille vide, je suis immortel. Et même Bambietta, elle va prendre peur. Elle va essayer de fuir carrément. Et ça se comprend, tu te retrouves en face d'un mec qui ne peut pas mourir, qui est cheaté et qui va te défoncer, quoi. En parallèle, du coup, t'as le maître de son clan, hein, qui va nous faire un petit discours quand même que, voilà, quoi, que Sajin, t'as tout abandonné pour la vengeance. J'aime beaucoup ce truc-là. C'est que Komamura, depuis le début, il disait à Tosen que t'as tout abandonné pour la vengeance parce que son ami, elle s'était fait tuer. Bon, j'espère que sur le truc sur Tosen, quand même, on en apprendra plus parce que si jamais ils font Ken Fury on World. Donc même à la place de Tosen, tu comprends. Komamura, pour se venger de Yuha et des Quincy, de tout ce qu'ils ont fait, surtout pour Yamamoto, il a tout abandonné, il s'est arraché le cœur, il était prêt à tout, quoi. Donc en fait, il est over-cheaté, stylé, pendant une période donnée. En tout cas, ça bouge quand même, mais comme on dit, son Bankai, vu qu'il est très lourd, il peut pas attaquer rapidement. Donc en vrai, il n'y a pas besoin de plan Sakuga. Mais quand même, ça a été très bien géré. Et du coup, bah, le combat va continuer entre Gambetta et lui, et il va lui mettre un KO. Parce que lui, quand, en fait, les bombes de Gambetta, elles explosent à chaque contact. Mais vu que lui, il ressent rien, il en a rien à foutre, quoi. Et il va lui dire qu'écoute, moi, dès que je suis arrivé sur ce combat, j'avais déjà abandonné toute ma vie derrière moi, quoi. Et du coup, il lui envoie un gros slash, explosion, et même elle en pouvait plus. Elle se fait récupérer par les Bambis, et bon, voilà, hein, tu comprends qu'elle est KO déjà. Mais que peut-être on risque de la revoir, les amis, hein. Je dis ça, je dis rien. Après ça, dès qu'il l'a fumé, il veut aller s'en prendre à Yuha. Et même Yuha, t'as l'impression, il sait déjà qu'il veut venir pour lui parce qu'il fait un petit sourire mesquin. Et là, que ça soit mise en scène, musique et aussi le son, hein, Dangaijo va commencer à marcher tout doucement, mais qu'au final, il se rend compte que voilà, son heure est venue, il doit repartir. Il va crever, franchement, c'est beau. C'est beau, c'est triste à la fois. Et comme son chef de clan, il le dit, il dit, ah là là, mon petit Sajin, t'as tout sacrifié pour la vengeance. Au final, t'as fait comme Tsen, hein. Et du coup, il commence à changer et à changer de forme. Et tu te rends compte, pas classe. Du coup, il va vraiment devenir un loup. Un petit louveteau, quoi. Donc, il peut toujours parler. Enfin, dans sa tête, tu l'entends penser, mais il pourra pas parler, finir les combats. Son Zanpakuto est toujours là. Mais c'est tout. Et puis, bon, t'as Iba, pour une fois, il sert à quelque chose. Il dit, écoute, capitaine, voilà. On va aller jusqu'au bout, quoi. Donc c'est beau quand même, c'est vraiment très beau. Et il n'avait pas eu besoin d'avoir un combat de malade avec des Sakuga et tout, hein, franchement. Donc en tout cas, l'arc narratif de Komamura, il a été vraiment très beau, très respecté. Et je suis content qu'ils ne sont pas loupés sur ça. Voilà, c'est un très très bon épisode, en tout cas pour un épisode 4. Et les gars, là le 5, le 6, le 7, on va avoir des enchaînements, vous êtes pas prêts? Et je suis pas prêt, franchement.
Pour parler de la post-crédit, bien évidemment, toujours centré sur Ichigo. Et dès que j'ai regardé le début, j'ai dit: «Non, mais il est à 2 doigts de crever ou c'est comment?» parce que tu le vois, il est en train de transpirer, il en peut plus. Il n'en peut plus. Et tu as même Ichibei en off qui est en train de nous dire que voilà, Urasu Sando, c'est le test justement pour que tu deviens le réceptacle. Voilà, on comprend clairement, même quand tu lis pas les romans, tu comprends clairement que c'est pour remplacer le Reio. Il ressent tout le poids que le Reio ressent H24, sauf que lui, il est dans son coin tranquille. Bon, c'est le Reio déjà de base. Et du coup, il arrive près du chemin, tu as tout son Reiatsu qui commence à sortir. À un moment, tu vois, il arrive sur la phase finale du test. Limite, en fait, il y a tellement de pression spirituelle, tellement d'énergie que tu as l'impression qu'il va exploser, hein. Donc tu comprends vite que c'est très dur, mais il y arrive. Il y arrive, et il arrive au bout du chemin, et tu as directement Ichibei qui lâche un sourire. Donc lui, il est content. Il sait que c'est une réussite. Et du coup, il se retrouve après en face de Senjumaru. Donc c'est la dernière personne qui devait voir de la Division Zéro, et il est dit, bon allez, c'est quoi le prochain truc? Donc voilà, il a réussi. Il arrivera bientôt, les gars, vous en faites pas. Mais j'espère que quand même, pendant les 4 épisodes où il a fait tout ça, ça sera pas juste un rajout pour nous faire plaisir, parce que ok, il méditait, etc. Faut que quand même on ait des explications plus tard, qui discutent avec Ichibei. En tout cas, que ça n'ait pas servi à rien. Même si, bon, au final, je sais que dans le manga, je sais comment ça sera. Mais que quand même on ait une explication que c'était une possibilité du pourquoi et du comment. En tout cas, le prochain épisode, on devrait avoir du coup le combat Kensei Rose contre masculine. Mais du coup, il y aura un petit GOAT qui va arriver. Et en tout cas, ça sera un très bon combat, je pense, niveau mise en scène. Voilà. Et après celui d'après, et celui d'après, et celui d'après, les 4 prochains. En fait, les 4 prochains épisodes, ils vont être lourds. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, les amis. Moi, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, c'est mon préféré de cette partie 2 pour l'instant. Mais même, je pense qu'il sera dans un bon petit top de cette adaptation d'Arc. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. On se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.